Bonjour et bienvenue sur La Santé par Nature, un podcast sur la santé abordé sous l'angle de la prévention naturelle et de bon sens. Car comme on le dit très justement, mieux vaut prévenir que guérir. Je suis Anthony Viau, naturopathe à Paris et à Vannes en Bretagne, et c'est avec plaisir que je vous accompagne sur les chemins de la santé naturelle. Vous en avez marre de vous sentir fatigué en permanence et de tomber malade régulièrement ? Je vous comprends et c'est pour cette raison que j'ai développé un programme d'accompagnement individualisé sur 3 mois, incluant la naturopathie, la réflexologie plantaire et l'énergétique. C'est la synergie de ces 3 disciplines qui fait l'efficacité de ce programme. Vous bénéficierez en plus d'un suivi individualisé et en cadeau, je vous offrirai 6 guides pratiques de santé naturelle. Alors si vous souhaitez profiter de cet accompagnement unique et donner un coup de boost à votre vitalité, rendez-vous sur mon site www.anthonyvio.fr et en attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer un sujet qui me passionne, cependant assez peu connu, mais central et transverse dans le fonctionnement du corps humain, l'histamine. Pour cela, j'ai invité la docteure Lucie Wetchoko, médecin et experte mondiale de l'histamine. Quand on entend histamine, on pense tout de suite aux allergies, aux pollens, aux antihistaminiques. Mais vous allez voir que ça va beaucoup plus loin que ça, et que pour certaines personnes non allergiques, dont je fais partie, l'excès d'histamine dans l'organisme peut vite se manifester de manière très désagréable. Cet épisode est parfois un peu technique, on y parle notamment des récepteurs de l'histamine disséminés dans le corps, H1, H2, H3 et H4, ou des enzymes servant à éliminer l'histamine, la DAO et l'HNMT, ou encore des mastocytes, qui sont des cellules stockant et libérant l'histamine. Les mastocytes se trouvent dans la moelle osseuse, mais également dans de nombreux autres tissus du corps. Les problèmes surviennent lorsque l'on a trop d'histamine dans le corps, apportée de l'extérieur, notamment par l'alimentation, ou produite à l'intérieur de nous. Ou bien lorsqu'on n'arrive pas à bien éliminer cette histamine. La Dr Wetchoko nous parle également de PEA, un acide gras intéressant pour les personnes ayant du mal à réguler leur histamine. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à découvrir le livre de la Dr Wetchoko, L'histamine, l'incontournable pour tous au quotidien. Et vous pouvez également télécharger sur mon site un e-book de 30 pages que j'ai écrit sur le sujet, Réguler son histamine de manière naturelle. Bonjour Dr Wetchoko, merci d'avoir accepté mon invitation dans le podcast La Santé par Nature. Je précise aux auditrices et aux auditeurs que je ne suis pour ma part pas médecin, mais naturopathe, et qu'en naturopathie, on ne s'occupe pas de soigner les maladies, mais d'aider les personnes à renforcer leur terrain pour justement être moins malades. Donc c'est sous cet angle que je voulais aborder aujourd'hui avec vous le sujet de la régulation de l'histamine dans le corps. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous auriez envie de vous présenter et de nous parler de votre parcours et notamment comment en êtes-vous arrivé à vous spécialiser dans les troubles de l'histamine ? Bonjour, en tout cas, merci vraiment de m'avoir invité, franchement, merci. Avec plaisir. Pour votre public et même ceux qui vous connaîtront plus tard et qui apprendront à me connaître. Donc, je suis Lucie Wetchoko, je suis médecin et avant tout, je suis polyallergique depuis l'âge de 2 ans. Et cette histamine a généré dans mon corps des réactions inappropriées, que ce soit les odeurs, que ce soit les pollens, des métaux. Enfin, je réagis à différents triggers environnementaux. Voilà, la peinture dans une maison, une nouvelle voiture, je réagis très très fort. Et donc, et même les cheveux, certaines personnes, les cheveux, c'est des prurites, vraiment, des démangeaisons. Et j'ai évolué avec ces plaintes, je dirais, plutôt allergiques. Et en 2018, surtout 2017, mais j'ai compris après, en fait, j'ai eu une réaction inappropriée, gastro-entérite, et tous ceux qui ont mangé avec moi n'avaient rien. Donc, ce n'était pas l'aliment qui a posé un problème, il y avait quelque chose d'autre. Et dans mes recherches, j'ai compris l'intolérance à l'histamine. Donc, l'histamine, la dégradation, que je n'ai pas étudiée à l'école, parce que je suis médecin, et mes recherches alors, m'ont amené vraiment à comprendre l'histamine en tant qu'allergie et histamine en tant qu'intolérance et ces différentes plaintes voilà, dont on va parler un petit peu ensemble au fur et à mesure. C'est un petit peu moi.
D'accord. Vous avez écrit un livre là récemment, vous avez sorti un livre. Vous l'avez sorti en deux versions différentes. Pourquoi est-ce qu'il y a deux versions? Au départ, en fait, c'était une version. D'accord. Au départ, quand j'ai vraiment décidé d'écrire le livre, ça fait 4 ans vraiment, je dirais, j'ai commencé ma démarche, enfin d'abord les vidéos en 2020. Et donc de toutes ces vidéos, c'était vraiment chaque fois que je découvrais un élément, je faisais une vidéo. Donc il n'y avait pas de structure. Donc je faisais que des vidéos sur base de chaque recherche. Et il fallait maintenant faire une synthèse de toutes ces recherches. Et de 2023 à 2024, j'ai en fait été invitée à aller au Maghreb. Et alors, à chaque fois, j'avais un thème précis. Et donc, ça m'a amené un peu à structurer sur des profils spécifiques comme l'obésité, la thyroïde, les Mhm. maladies auto-immunes, les maladies intestinales. Et j'ai dit, c'est le moment d'écrire quelque chose. Et donc, Ok. j'ai fait la transcription. De cette transcription, j'ai écrit un livre d'abord. Et alors, plus j'écrivais, plus je parlais beaucoup. Et là, je me suis dit, aïe, il y a un problème. Parce que c'était volumineux et pour le grand public, c'était un peu compliqué. Mais je trouve que le grand public, il faut pas les simplifier. Parce que même beaucoup de thérapeutes sont d'abord des personnes qui n'étaient pas spécialement médecins ou dans le médical, mais c'est la maladie qui les a amenés à Mhm. devenir thérapeutes. Donc, si on lit et qu'on apprend, on est capable d'aller loin. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré un petit peu tout ce qui était trop approfondi médicalement, scientifiquement. J'ai enlevé ceci et j'ai laissé au grand public une lecture qui, même si elle est un peu médicale, les amènera à aller comprendre beaucoup plus loin et à évoluer. Parce que pour moi, nous sommes obligés, en 2025, de devenir acteurs de notre santé, quel que soit de notre parcours. Ouais, je Voilà. suis d'accord. Donc voilà. Donc j'ai acheté votre livre Ah, d'ailleurs, hein, merci. voilà, celui pour les thérapeutes entre guillemets. Merci. Merci en tout Et cas. parce Oui, que en merci. fait, ce que je vous disais, c'est que moi-même, j'ai bah voilà, j'ai des troubles avec l'histamine. Et je m'en suis rendu compte il y a pas très très longtemps, hein, d'ailleurs en regardant aussi vos travaux sur Internet. Et du coup, bah, c'est une bible pour moi. Voilà, ça, je m'en sers OK. beaucoup. Donc merci Mais beaucoup. alors, pour vos auditeurs et pour tous les thérapeutes, c'est surtout le livre thérapeute, dans ma lecture et aussi parfois ma dyslexie, j'ai, donc à la page 229, en fait, j'ai mis, vous allez voir, j'ai mis, on va le modifier après, hein, mais j'ai mis inférieur au tout début, vraiment la première phrase, j'ai mis inférieur au supérieur. Parce que Ah moi, d'accord. Ok. je voulais mettre inférieur pour prévenir le diabète, mais en fait, je disais c'est supérieur pour des diabétiques. Voilà. Donc, il faut juste mettre supérieur. Bon d'accord. Ok. C'est cet Voilà. élément-là et je profite avec vous pour le faire. Bon, très bien. Il y Voilà. a toujours une Je me dis, petite c'est erreur hein, qui se l'occasion. glisse. Voilà. Ouais, c'est l'occasion Est-ce, de le est-ce, dire. Voilà. est-ce que vous allez traduire le livre? Il y a une traduction qui est prévue en anglais, par exemple? On est en train de, voilà, parce que la demande est là. Il y a une Mhm. demande en anglais et en portugais. Ok. Donc, oui, voilà. Donc, on attend d'abord à peser ce moment parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Je suis en train de construire la formation des thérapeutes, la formation des médecins. Et quand j'ai fini, ce serait beaucoup plus facile de regarder maintenant le livre, voilà, Ok, ok. ouais, pour son orientation. Tout à fait. Alors, quand on entend histamine, on pense tout de suite aux allergies, au pollen, aux antihistaminiques. Est-ce que vous pourriez nous rappeler brièvement ce qu'est l'histamine et quand est-ce qu'elle devient problématique pour la santé? L'histamine est avant tout une molécule qui est une amine qui fait partie de la famille des amines biogènes. En fait, amine biogène, c'est histidine, c'est l'histamine, c'est un acide aminé, c'est mieux de dire comme ça, qui va être décarboxylé. C'est la physiologie en fait. Donc voilà, la transformation de l'acide aminé en amine par décarboxylation, on va dire ça comme ça. Et cette molécule qui est formée, ils sont différents, et l'histamine, c'est celle sur laquelle vraiment, je dirais, elle va avoir des effets multiples parce qu'elle va agir via 4 récepteurs. Et donc, ces récepteurs-là et leur action sont physiologiquement normales. Les réactions sont normales puisqu'elle va jouer dans l'éveil. Donc, pour parler avec vous aujourd'hui, j'ai besoin d'histamine. Hmm. Donc, si j'ai pas d'histamine, je serai toujours somnolente. Et vous avez vu, je cherche un peu les mots souvent.
parce que il y a des troubles d'attention un petit peu, de concentration, de mémorisation. Je le connais, je le sais. Donc, parfois, je dois travailler pour ne pas avoir beaucoup de perturbations exogènes pour rester centré sur Mhm. ce que je fais. Donc, voilà, c'est un travail hein, par rapport à l'histamine. J'ai appris à gérer. Et donc, cette côté éveil va accompagner les neurotransmetteurs comme la dopamine, la sérotonine. Voilà, par rapport à la concentration, à la mémorisation. Et l'histamine, c'est aussi le sommeil. Parce que le récepteur H3, dès qu'il est touché, on dort. D'accord. Donc, voilà, donc ça, c'est important. Et alors que le H1, c'est l'insomnie. Donc, vous voyez comment la seule molécule, comment elle va agir sur sur le H3 ou sur le H1, vous avez deux effets différents. Voilà. Mhm. Et puis, vous avez le H2. Le H2, c'est le reflux, c'est la production d'acide chlorhydrique au niveau de l'estomac qui va relancer la digestion. Voilà. Et en même temps, sur le cœur, elle va donner la tachycardie. Ok. Et elle accompagne le H1 dans l'éveil, dans la modulation de l'apprentissage. Et le H4, elle agit aussi dans toutes les cellules, mais surtout les cellules hématopoïétiques, qui sont les plus connues par rapport à mastocytes, des globules blancs. Elle active ces cellules-là pour venir travailler. On va dire ça pour les attirer sur un lieu pour pouvoir défendre par rapport à notre immunité. Donc, l'histamine, elle est essentielle. Donc, on ne peut pas parler de maladie, de santé, sans parler de l'histamine. Maintenant, ce qui se passe, c'est que cette histamine est aussi apportée de façon exogène. Donc, comme il y a un apport exogène, s'il y a trop d'histamine et que vous avez une production aussi exagérée d'histamine, c'est trop d'histamine parce qu'il n'y a pas assez d'enzymes pour la Mhm. dégrader. On va parler des enzymes. Donc, Mhm. cette histamine va avoir des effets plus poussés. C'est-à-dire que je vais avoir plus d'insomnie, j'aurai du mal à m'endormir, je vais avoir des réactions allergiques par le H1, je vais avoir des prurites, des démangeaisons, comme on a dit, je peux avoir la bradycardie, la vasodilatation, le flush. Voilà, tu connais très très bien le flush qu'on peut Mhm. avoir avec des petits picotements comme ça au niveau du corps. Donc voilà, l'histamine va nous faire ça quand et il y a encore d'autres symptômes. Hein. Voilà. Mais par rapport à la dégradation, voilà. Donc vous avez des enzymes comme la DAO qui est très connue, qui est très demandée aujourd'hui. Et cette enzyme, elle peut être génétiquement modifiée au niveau épigénétique et on parlera d'une tolérance à l'histamine primaire. Donc, parce qu'on n'a pas assez d'enzymes pour la dégrader. Donc, à petite dose, même déjà d'histamine, on est déjà un peu malade. Mhm. Voilà. Et par contre, on peut avoir trop d'histamine et une DAO normale, mais c'est parce qu'il y a trop d'histamine. Donc, il y a la surcharge. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment une pathologie très personnalisée parce que nous sommes tous différents. Voilà. Mhm. Et Mhm. l'autre enzyme, c'est la HNMT qui vient de la méthylation. Ce sont des enzymes qui ont besoin du groupement méthyle. Donc, vous pensez à la B9 et la B12, plus facile pour le grand public. B9, B12 égale à méthyle. Comme ça, on ne va pas rentrer dans toute la biochimie. Et que ces méthyles-là, l'histamine est méthylée pour être neutre, pour être éliminée. Donc, on a besoin de ces méthyles. Et il y a la sulfatation aussi qui permet d'éliminer l'histamine. Donc, le groupement sulfate accompagne aussi cette élimination voilà, de l'histamine. Donc, il y a des processus comme ça en place qui peuvent venir soutenir voilà, la dégradation de l'histamine. Voilà, donc, il est essentiel de bien la comprendre, tous les enjeux de l'histamine. Ok, donc c'est un petit peu, l'histamine, c'est un petit peu Dr. Jekyll et Mr. Hyde. C'est-à-dire que elle peut avoir, elle est nécessaire au fonctionnement du corps, mais quand elle est trop présente dans le corps, il peut y avoir des effets négatifs. Et Tout à après, fait. on a, pour résumer un peu, on a des enzymes ou des mécanismes qui font que elle disparaît du corps, mais parfois, ces mécanismes ne fonctionnent pas assez bien. Donc, est-ce que c'est ça qu'on appelle l'intolérance à l'histamine? Voilà, l'intolérance à l'histamine, c'est le fait qu'on n'arrive pas à éliminer, on n'arrive pas à la dégrader, à l'éliminer dans notre corps. Ok. Et donc, il y a toutes ces actions qui vont perdurer. Voilà. Donc, Et surtout, pardon, elles s'auto-entretiennent, puisque l'histamine qui n'est pas dégradée va activer les cellules de l'immunité qui vont reproduire l'histamine. ouais, un cercle En fait, c'est vicieux. ça, c'est un cercle vicieux. Donc, j'explique cette année, je parle beaucoup du cercle vicieux de l'histamine Ok, parce qu'en fait, elle stimule sa propre production. Et comme elle d'accord. stimule sa propre dégradation. Ouais, parce que par le récepteur H3. Ouais, Mhm. elle est complexe C'est complexe. et j'ai appris à reconnaître les gens selon qu'ils sont H3 ou H1. J'essaye vraiment, au fur et à mesure que j'avance, à dire, toi, t'es H1, toi, t'es H3.
Voilà, un peu, voilà. Ok. Euh, Alors pour le public qui nous écoute, moi j'aime bien une image pour faire comprendre aux personnes comment ça se manifeste, les troubles de l'histamine. C'est l'image du seau d'eau qui se remplit. Donc on imagine un seau où on remplit d'eau et l'eau en fait ça correspond à l'histamine. Et quand le mhm, seau déborde, eh ben c'est là qu'il y a des symptômes. ouais, C'est-à-dire que soit on a mis trop d'eau dans le seau, soit ouais. on n'a pas assez de système pour évacuer l'eau du seau. L'eau, tout à Et du fait. coup, quand l'eau déborde, bah, c'est là où il y a les symptômes. Donc, quand on a des symptômes, comme vous dites, comme de flush au niveau du visage, ou des Ouais, démangeaisons, le nez qui coule, ou des tout à ce genre fait. de choses, eh ben, ça veut dire que il y a trop d'histamine dans le corps. Ouais. Et Et il donc, faut réduire. ouais. Et donc, est-ce qu'on est intolérant à l'histamine ou est-ce qu'on devient? Ah, merci pour cette question. L'histamine, il y a des familles qui ont des déficits d'activité de la DAO. Et pour le grand public, pour les personnes qui nous écoutent surtout, l'histamine est importante pendant la grossesse. C'est un élément clé de la grossesse. Et donc, j'en D'accord. parle même ce mois-ci. Et la DAO est l'élément clé de la grossesse. Parce que c'est le moment où il y a le plus de production de la DAO. Et donc, on peut déjà voir un petit peu pendant une grossesse s'il y a ou pas. Ouais. Parce que c'est là où on voit les plaintes de la maman Ok. pendant la grossesse. Et vous pouvez vous dire déjà à ce moment que, ah, cet enfant, attention pour le futur. Hmm. On peut observer dans l'évolution de l'enfant à partir du placenta, à partir de la grossesse, pour voir s'il y a une bonne production de DAO. Et ça, c'est vraiment un élément clé parce que c'est le placenta de l'enfant qui va produire beaucoup de DAO pour que la grossesse se passe bien. Et le placenta vient du père et de la mère, puisque c'est la fusion ovule-spermatozoïde Mhm. qui va former le placenta. Et c'est cette membrane-là qui se lie à la maman. Et c'est là qu'il y a une production vraiment des trophoblastes, ce sont des cellules du placenta, qui produisent beaucoup de DAO. Donc, on comprend bien que ça vient du père et de la mère. D'accord. Donc la DAO, je rappelle, Oui. hein, c'est l'enzyme de dégradation de l'histamine. Et Merci. d'ailleurs, Merci de bien, voilà. j'avais lu que pendant les femmes qui ont des problèmes justement d'excès d'histamine dans leur corps, pendant la grossesse, perdent ces symptômes d'excès d'histamine parce que justement elles produisent plus de DAO pendant leur grossesse. Oui, tout à fait. Ah, très Donc, en fait, intéressant. le père et la mère, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que la fusion de l'ovule et de spermatozoïdes qui vont faire développer cette membrane. Et cette membrane, c'est là où on va retrouver même les mastocytes de début de vie qui produisent de l'histamine. On a la DAO qui est produite et cet environnement va protéger la mère et protéger le bébé Hmm. jusqu'à l'expulsion. Et donc, on peut déjà voir un petit peu ce qui s'est passé à ce moment de la vie pour voir les symptômes qui apparaissent chez l'enfant. Et donc, moi, j'ai déjà observé, il y a des déficits d'activité épigénétique, hein, enfin primaire, on va dire ça, primaire. Il y a des personnes qui ont plutôt développé des problèmes de sensibilité mastocytaire avec trop de production d'histamine, même si la DAO peut être normale, mais il y a une sensibilité pendant la grossesse des mastocytes et on voit l'enfant qui évolue avec trop d'histamine, mais avec une DAO normale. Voilà. Alors qu'il y a d'autres, c'est vraiment le déficit vraiment, et avec une histamine pas trop élevée, mais une DAO qui n'est pas suffisante, ou des récepteurs qui sont modifiés. Il y a des Mhm. récepteurs il y a des polymorphismes sur les récepteurs aussi. Donc, vous voyez que l'histamine, c'est vraiment une molécule à vraiment individualiser, bien regarder tous les éléments qui sont autour de l'histamine pour pouvoir accompagner une personne. Ça, c'est compliqué, mais il faut prendre le temps Hmm. de Et bien comment, expliquer que oui. comment est-ce qu'on sait si on a un problème avec l'histamine? Est-ce qu'il y a des analyses? Est-ce qu'on peut doser justement la DAO, ce genre de choses? On peut doser la DAO en sérique, donc dans le sang. On peut regarder l'activité de la DAO par les tests génétiques, les tests épigénétiques, on va dire. Et on peut regarder l'histamine fécale. L'histamine fécale nous donne beaucoup d'informations par rapport à ce qui se passe dans l'intestin. Voilà. Et on peut aussi doser l'histamine plasmatique. Voilà. Mais ils sont pas nombreux, hein, je dirais vraiment, si je prends la population que j'ai, vraiment, j'ai pas eu beaucoup de personnes qui ont des taux d'histamine à plus de 10. Ça, ils sont pas nombreux. Mais il y en a, mais ils sont pas si nombreux. Mais par contre, dans les tissus, oui, mais ça, les tissus, c'est compliqué. On peut pas aller faire la biopsie Hmm. tissulaire pour aller regarder ce qui se passe. Donc, moi, je me fie aux symptômes. Donc, j'ai un questionnaire à l'histamine
qui me permet déjà d'identifier les plaintes par système. Voilà. Et après, selon comment on va travailler, la personne doit regarder son questionnaire avant et après. Donc, pour voir les plaintes. Donc, on peut travailler avec le questionnaire sans faire de bilan. Mais Mhm. voilà, mais comme nous sommes rationnels, on a toujours envie d'avoir des valeurs. Voilà, pour Ouais. pouvoir objectiver. Donc, vous avez le questionnaire qui vous aide. Vous avez la DAO sérique pour avoir une idée, voilà, de la production. Et puis, nous avons l'histamine fécale, voilà. Et puis, vous avez des tests génétiques que vous pouvez faire aussi Mhm, pour vous mhm. accompagner. Et moi, je pense que l'histamine fécale et DAO sérique, c'est déjà pas mal pour commencer. Vous avez aussi les urines avec la méthylhistamine qu'on peut voir par rapport à la méthylation. Donc, on peut voir il y a une hyperméthylation, enfin, de l'histamine dans les urines. Voilà, donc ça peut nous aider. Mais c'est parfois plus compliqué, quand même, ce test. Mhm. Donc alors, l'histamine, elle est fabriquée par le corps, donc par notamment des cellules qui s'appellent les mastocytes, et par certains globules blancs, notamment. Mais aussi, elle est, comme vous disiez au début, elle est apportée de l'extérieur notamment par les aliments. Mhm. Donc, on a des aliments certains sont riches en histamine déjà. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de ces aliments-là? Oui. Avant de parler de ça, parce qu'il ne faut pas qu'on puisse penser qu'on n'est pas au courant des autres cellules productrices, hein. Hmm. Donc, on a aussi les cellules de l'estomac hein, qui produisent les cellules endochromaffines, les cellules des neurones, les cellules neuronales. Donc, il faut pas qu'il n'y a pas que l'immunité, parce qu'on peut Ouais, penser qu'il d'accord. n'y a que l'immunité, ça c'est important. Et même aujourd'hui, les cellules endométriales au niveau de l'utérus de la maman produisent de l'histamine. Voilà, D'accord. donc ça c'est important. Et donc au niveau cardiaque aussi, il y a des masses aussi. Vous voyez, donc, mais les cellules endométriales, pardon, surtout, on l'oublie de dire qu'au niveau de l'ovaire, au niveau de l'utérus, on Hmm. a une production d'histamine pour aussi l'ovulation, l'implantation. Donc ça, c'est important. Donc, les cellules normales du corps peuvent produire de l'histamine selon leur type de fonction, plus les cellules de l'immunité. Voilà. Et les cellules Ok. neuronales. Voilà. Donc ça, ouais. Et je pense que de plus en plus, on va découvrir d'autres cellules. Parce que ce qui a été découvert avant, on peut continuer toujours à découvrir d'autres. Et d'ailleurs, est-ce que ça veut dire que les femmes qui ont de l'endométriose, est-ce que ces tissus d'endomètre qui migrent dans le corps, est-ce que eux-mêmes ils se mettent à fabriquer de l'histamine parfois et ça peut créer aussi des problèmes En à fait, distance? on n'a pas oublié pour l'apport exogène, mais on reviendra là-dessus pour que les gens sachent Oui. qu'on n'a pas oublié. Mais en fait, les cellules endométriales, elles contiennent l'histidine décarboxylase. Donc, elles produisent de l'histamine. On a besoin de l'histamine pour l'implantation. On a besoin de l'histamine au niveau ovarien pour l'ovulation. Ça, c'est important. Et même pour le nombre de cellules folliculaires qui vont devenir ovules. L'histamine aussi fait partie de cela. Mais par contre, ce qu'on oublie d'expliquer même aux thérapeutes, au grand public, c'est qu'un organe est d'abord fait de cellules épithéliales et de cellules conjonctives. Donc, c'est ensemble qui vont former un tissu. Mhm. Et c'est ce tissu qui va former un organe, enfin, se mettre ensemble. Et donc, en fait, et les mastocytes primitifs, j'insiste là-dessus, je parle des mastocytes de la moelle, ils sont dans les tissus conjonctifs et ils aident à la réparation tissulaire. Donc, quand vous avez une activation mastocytaire vraiment dans les tissus, vous allez produire trop d'histamine, trop de d'autres médiateurs et ils vont dégrader le collagène. Donc, Hmm. le tissu va être détruit en collagène, ce qui rend vulnérable parce que l'endomètre, il est censé se dégrader vers le col, sortir. Voilà. Mais comme les tissus ne sont plus bien, la réparation n'est pas bonne, il y a une fuite des cellules dans les tissus, en fait. Or, ils sont censés aller vers le col pour sortir et à la régénération de nouvelles cellules. Mais comme ça ne se passe pas bien parce que le collagène n'est plus de qualité, il y a une perméabilité cellulaire qui est plus importante. Et donc, il y a un passage. Voilà. D'accord. Oui, voilà. Donc, la construction de l'endométriose, pour moi, après, je dis, je suis pas gynécologue, hein, mais bon, voilà. Mais quand on comprend la cellule, comment elle fonctionne, on comprend mieux parce que l'utérus est celui qui se dégénère au 21e jour et qui se régénère après. Vous voyez? Donc, il a besoin de plus de mastocytes pour préparer. Hmm. Ok. Intéressant. Ouais. Donc, c'est pour ça que c'est important. Maintenant, par rapport à l'apport exogène de l'histamine, des aliments fermentés, hein, c'est plus d'abord cela, les aliments fermentés, et aussi les aliments qui sont, il y a des aliments libérateurs d'histamine, comme les salicylates.
Parce qu'en général, les aliments où on dit qu'il y a plus d'histamine, souvent les tomates et les fraises, c'est souvent aussi lié au salicylate. Donc, vous voyez, donc tout ça, donc il y a vraiment dans les légumes et fruits riches en histamine, ils sont souvent riches en salicylate. D'accord. Les salicylates sont libérateurs d'histamine. Mhm. Voilà. Et puis, vous avez maintenant les aliments fermentés des protéines animales, de tout ce qui est chair animale, il suffit d'une mauvaise température. Donc, il y a une formation de l'histidine en histamine, comme le thon, qui est le plus riche en histidine, les poissons en général, mais le thon aussi, qui est très riche en histidine, qui va transformer l'histidine en histamine. Donc, d'où Mhm. ça va très, très vite selon la température de la pièce. Donc, d'où la D'accord. conservation. Voilà. Ou bien de tuer un animal, mais de le mettre tout de suite au congélateur de ne pas laisser traîner. Ouais. Ça, Ouais. Les poissons notamment, voilà, on oui, dit qu'il faut les ouais. consommer vraiment très très frais. Oui, Et voilà. Il faut puis, congeler tout de suite dès qu'il ouais, pêche. ouais. Congeler tout de suite. Et puis, c'est à la maison qu'on pourra peut-être nettoyer, vite et cuire. Donc, ça, c'est beaucoup mieux. Et les vins aussi, les alcools. Voilà. Donc, ça aussi, bon, je bois pas d'alcool, donc je me bats pas trop avec ce côté-là, mais c'est vrai que les gens le disent, hein. Voilà, quand je prends un verre de vin, tout, voilà, ce sont des inhibiteurs de la DAO. Ça contient des sulfites aussi. Et les sulfites sont libérateurs d'histamine. Mhm. Donc, vous voyez, donc, voilà. Donc, il y a beaucoup plus souvent des libérateurs d'histamine qu'on observe, vraiment, oui. Ok. Et le café, chocolat, tout ça, c'est aussi. Ah, et les phénols aussi, hein. Et les phénols aussi, voilà. Donc tout ça, c'est bien, c'est intéressant, mais vraiment, il y a des personnes qui vont manger un petit carré de chocolat, ça passe vraiment. Mais il y a des personnes qui sont vraiment très libérateurs d'histamine et qui vont avoir, enfin, qui ont beaucoup de libérateurs d'histamine. Et donc aussi, attention par rapport à tout ça, c'est le mélange que nous faisons aussi. Parce qu'on va prendre un café avec des croissants, avec, vous voyez, enfin, en fait, c'est le mélange que Mhm. nous faisons, en fait. Nos petits déjeuners sont très riches en histamine Oui. classique. Voilà. Et dans nos recettes aussi, nos repas, souvent, quand on regarde, c'est la charge dans l'assiette qui va poser un souci. Voilà. Donc, il faut Ok. vraiment, pour ceux qui nous écoutent, de vraiment se dire qu'on peut manger un repas qui contient de l'histamine, mais c'est surtout la charge en libérateur et en aliments contenant l'histamine. Mhm. Donc, il faut Oui, regarder les listes d'aliments. oui, Donc là, il y a des listes qui existent hein, sur Internet exact. d'aliments qui sont soit riches en histamine de prime abord, soit Mhm. qui déclenchent la sécrétion d'histamine, enfin la Histamine. production d'histamine dans le corps. Et 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 juste pour ça, c'est que beaucoup de malades se dégradent en faisant des régimes bas en histamine parce ils vont prendre des aliments riches en salicylate. En fait, d'accord. en voulant réduire l'histamine, ils se retrouvent avec trop de salicylate. Mhm. Et ceux-là sont sensibles aux mastocytes. Voilà, vous voyez, c'est complexe. C'est pour ça que Oui, c'est vraiment, complexe. Ouais. oui, oui, oui. Et puis, une fois de plus, c'est bien, comme vous dites, de parler de charge d'histamine, parce Oui, que là, on se rappelle de l'image du seau d'eau, et si on apporte beaucoup d'aliments qui sont très riches en histamine ou qui libèrent beaucoup d'histamine, là, tout de suite, le seau va se remplir et va déborder. Et là, quand le seau déborde, il y a les symptômes. Voilà. Pourquoi est-ce que l'histamine est a priori assez peu connue des médecins alors qu'elle est responsable d'énormément de symptômes, comme les migraines, qui sont traités à coups de médicaments antisymptomatiques comme le paracétamol. On a l'impression qu'il faut qu'il y ait un diagnostic d'allergie pour que l'histamine soit invoquée. Et encore, là aussi, on va taper sur le symptôme avec des médicaments antihistaminiques au lieu d'aller explorer la cause de ces excès d'histamine, qui peuvent être multiples, hein, comme on a vu. Donc, d'après vous, pourquoi est-ce que l'histamine est assez peu connue finalement du monde médical? mes recherches m'ont amené à un consensus. Il y a eu un consensus international qui va utiliser, enfin, l'histamine, de par ce consensus, est limité aux allergies. C'est ça que moi j'ai observé. Et que les mastocytes sont limités à la moelle osseuse. Donc, tout ce qui est mastocytes qui font partie de la réparation des tissus, ils ne sont pas liés à la moelle osseuse. Mais je pense que les marqueurs sont compliqués parce qu'il y a beaucoup de récepteurs sur les mastocytes. Par exemple, il y a les récepteurs au CRH, donc au stress. Donc, j'ai du stress et j'ai un eczéma. Ben oui, mais c'est parce que c'est lié au stress. Mais le kick positif de la moelle osseuse est négatif. Et la cryptase est normale. Mais on a oublié de dire qu'il y a des mastocytes qui ne sont pas liés à la moelle osseuse. Mais la moelle osseuse, ces mastocytes viennent participer avec les autres. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que. Hmm. Donc, à partir de là, vous avez compris que si je me limite à ce consensus,
et que tous les autres sont formés que sur base d'un consensus, il y aura une errance médicale parce qu'il y a des réactions aux autres qu'on n'a pas regardées. Donc, si tout le monde est formé sur base de ce consensus, vous avez compris que tout sera limité qu'à l'allergie, aux IgE. Et aujourd'hui, on parle des IgG aussi. Alors qu'avant, on parlait que d'IgE, vous voyez. Donc, le fait d'avoir limité rend compliqué la consultation d'un médecin généraliste ou d'un spécialiste qui est formé que sur la moelle osseuse ou que voilà, parce que lui, c'est que ça qu'il regarde. Parce que là, il y a des critères clés. Parce que si je suis rationnel, il faut que j'ai des critères importants que je valide. Et donc, le kit peut être validé, la tryptase peut être validée. Et donc, si tu n'as pas mes critères, tu n'as rien. Non, c'est trop réducteur. Et donc, c'est mon combat un peu, c'est de dire qu'il faut arrêter de réduire les mastocytes à la moelle osseuse. Parce qu'il existe d'autres mastocytes et qui accompagnent l'enfant du début de sa vie jusqu'à la mort. Et ceux-là ont la mémoire de tout ce que nous avons vécu. Et en cas de stress, ils sont activés. Voilà. Une fois qu'on a compris cela et que vous avez compris que si je suis rationnel et que j'ai besoin d'éléments rationnels, c'est normal qu'on se limite à la moelle osseuse. Parce que là, il y a des critères clés et on peut accompagner. Et je suis d'accord, hein, c'est pas mauvais, mais il y a d'autres mastocytes. Oui, ça va pas assez loin en fait. Oui, On a voilà. encore des choses à découvrir. Oui, voilà. Et maintenant, au niveau des récepteurs, donc on a l'histamine fait partie de tous les systèmes. Donc, quand j'ai une arythmie cardiaque, par exemple, si j'ai une arythmie cardiaque, je vais aller voir le cardiologue. Mais le cardiologue, lui, il n'a pas appris que l'histamine faisait partie de l'arythmie. Lui, il sait que si tu as une arythmie, il va objectiver, il va mettre un holter, mais c'est très bien. Il va avoir des éléments pratiques pour prouver. Il va mettre un holter, il va prouver. Et dès qu'il a prouvé, il te donne un médicament qui va baisser l'arythmie. Il a prouvé, il va donner un médicament qui va avec, et il va prouver qu'il n'y a plus. Donc, une fois qu'on a ça, il valide ce qu'il a fait. Mais il ne regarde pas la physiologie. Et même s'il lui donne ton médicament qui va baisser un bêta-bloquant, disons par exemple pour diminuer l'arythmie, mais quand tu vas manger un aliment riche en histamine, tu auras encore l'arythmie. Mais il va changer de médicament, mais parce qu'il n'a pas regardé la source. Vous voyez? Donc, je vais aller en gynéco, par exemple, j'aurai des syndromes prémenstruels avec la migraine. Oui, mais ça n'a rien à voir. Parce qu'en gynéco, je travaille avec mon côté rationnel de la gynécologie. Mais je ne fais pas le lien de l'histamine qui est au centre et qui peut donner des migraines en même temps. Vous voyez? Mais je vais aller voir le neuro. Mais le neuro va me dire, bah, madame, on a fait l'IRM, il n'y a rien. On a fait ce qu'il n'y a rien. Mais oui, mais le problème, c'est que quand tu as les plaintes physiologiques, c'est pas visible à l'IRM. C'est quand tu as une atteinte de plus de 2 tiers au moins ou 1 tiers et plus peut-être de tes cellules qui sont dégradées que l'IRM va dire qu'il y a quelque chose qui est visible. Donc, finalement, cet élément rationnel qui est bien, mais il ne va voir que des lésions des tissus. Mais il ne va pas comprendre la physiologie. Ouais. Donc, d'où l'histamine étant au centre de la physiologie et qu'elle a 4 récepteurs et qu'elle va donner ses symptômes selon les 4 récepteurs, ben, il faut d'abord retirer l'histamine et observer ce qui se passe. Voilà, et trouver tous les triggers qui vont stimuler sa production ou d'autres médiateurs, en fait. Voilà. Donc, d'où les éléments rationnels peuvent ne pas nous aider parce qu'il n'y a pas une atteinte tissulaire profonde. Voilà. Et que les plaintes physiologiques donnent déjà des symptômes. Voilà, d'où l'équilibre entre la structure et la physiologie. Si je tombe, je casse mon os, ma structure est cassée alors que la physiologie était bonne. Vous voyez? Donc, c'est cette compréhension-là. Plus vous avez des plaintes physiologiques, plus on ne vous écoute pas. Dès que vous aurez des plaintes tissulaires, on va vous prendre en charge. Donc, d'où l'évolution des plaintes des patients, comme on le voit, et que moi, j'essaie de parler comme ça, de dire qu'attention, il y a une barrière. Dès qu'elle est franchie, le rationnel devient positif. Ouais, c'est très intéressant. D'ailleurs, oui, voilà, oui. ça me parle beaucoup en tant que naturopathe parce que nous, on a une vision très holistique du corps humain et pas spécialisée sur un domaine. Donc là, c'est vraiment ça. On comprend que l'histamine, c'est un peu ce qui fait le lien, c'est la molécule qui fait le lien un peu entre plein de systèmes du corps, entre plein de fonctions du corps. Et donc, finalement, elle devrait être, oui, elle est transversale en fait. Elle devrait être au centre de tout raisonnement en fait de santé quoi. De santé. Donc peut-être que
Peut-être que ça va venir, grâce à vous, hein, en partie. Mais moi, je me suis malade, hein. Je vais pas dire je veux le changement. Moi, je veux le changement parce que on stagne, on tourne en rond, on s'engueule. Oui, c'est pas vrai ce que tu dis, t'es un charlatan, mais arrêtons. La science est là. Donc, si vous avez une personne j'ai un patient par exemple, un exemple qui est vraiment, moi, ça m'a frappé. Un patient a des troubles de la concentration et d'éveil, dont c'est le récepteur H3. Le pitolisant est sorti, un médicament anti-H3. Donc, cette patiente est rationnelle. Et je lui dis, tu vas voir un neuro et faire les tests du sommeil, voilà, pour valider la somnolence et pour avoir ce médicament-là, parce qu'il faut ça pour valider, pour que la prescription soit gratuite, enfin, soit remboursée, voilà. Et elle dit au médecin que c'est lié à l'histamine. Il lui dit non. Bon, tu as une patiente qui est rationnelle elle-même, qui veut un spécialiste. Elle a compris, elle y va parce qu'elle a compris tout le chemin. Et maintenant, elle attend pour ce médicament. Maintenant, on lui dit non, ça n'a rien à voir avec l'histamine. Mais si, le pitolisant, c'est un anti-histamine H3. Où est l'erreur? Il y a un problème. Ces Mm. médicaments étaient sortis pour le récepteur H3. Donc, celui qui a été formé pour ça, il a été formé en tant qu'anti-H3, mais sans dire que c'est l'histamine. Or, c'est l'histamine qui touche son H3. Vous Mm, voyez? mm. Donc c'est un autre cas. On dit oui, l'eczéma. Mais la personne me dit, Lucie, on m'a dit que l'eczéma, il faut prendre un antihistaminique, mais on ne peut pas expliquer la physiologie. Mais celui qui est formé, il sait que ah, ben, si elle a l'eczéma, tu donnes un antihistaminique, mais on n'a pas expliqué la physiologie de base. Donc, c'est normal qu'il conteste, puisque dans le cerveau, l'information n'a pas été reçue. Mm. Donc maintenant, il faut plutôt redonner à l'université la formation physiologique, que le médecin, en sortant et cette formation physiologique, avant de prescrire le médicament, il sait que c'est l'histamine, c'est à tel niveau, c'est à tel endroit, et je vais jouer là. Voilà. Donc, ce sont tous des petits exemples que j'ai observés, et c'est encore récent. Donc, je me dis, OK, je sais où il y a une faille, il faut qu'on revoie notre base de formation. Mm, mm. Ouais. Intéressant. Et quel est le lien entre l'intestin, le microbiote et l'histamine? En premier, moi, je vais d'abord dire que si l'enfant a un problème pendant la grossesse, comme on a dit tout à l'heure, il y a une perméabilité déjà placentaire. Donc, il y a des endotoxines qui peuvent passer dans le placenta et perturber même l'enfant. Donc, il peut naître déjà avec cette perturbation. Maintenant, l'enfant qui va naître, il a zéro. C'est d'accord. L'intestin est censé être vide. Mm. Voilà. Donc, le point de départ de l'enfant, césarienne ou pas césarienne, si elle a césarienne, il y a le risque de ne pas avoir les bonnes bactéries, mais il va le construire, il va quand même l'avoir, mais avec un délai. Mais si la maman a une bonne flore, donc il va prendre la flore de maman, qui est une flore que je ne sais pas. Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle n'est pas bonne? Donc, il va démarrer sa vie avec cette flore-là. Voilà. Et le lait va venir aider. Donc, l'histamine, elle est où? On a l'histamine dans le lait maternel, déjà. Il y a l'histamine, il y a la DAO, beaucoup dans le lait maternel ou en début de vie. Mm. Parce que dans le lait maternel, c'est l'histamine qui fait la vasodilatation avec ce sein qui va gonfler. Ah, d'accord. La congestion mammaire. Ouais, c'est important parce que Ah, tout ça, elle est on partout, hein, oublie. cette histamine. En Mm. fait, on oublie de revenir à la physiologie de base, Mm. la congestion mammaire. Et si maman mange encore trop d'histamine, ben, l'enfant réagit. On a des enfants qui réagissent. Et elle stoppe, ça va mieux. Mais physiologiquement, l'histamine crée la congestion. Ça, c'est important. La DAO est plus importante dans le lait maternel en début de vie. Donc Ok. voilà, donc dès que la maman elle est ça, tout ça, les premiers mois, la DAO est encore là et puis elle s'en va. Donc on sait que l'histamine est déjà présente, déjà simplement à ce niveau-là. Et selon le microbiote de l'enfant, voilà, il peut produire d'histamine. Donc il y a les bactéries productrices d'histamine. Et voilà, et l'histamine a une place importante au niveau des membranes, au niveau de l'intestin, des cellules épithéliales, parce qu'elle produit du H2O2. Parce qu'on a une enzyme qu'on appelle la diox. La diox, elle est stimulée par le récepteur H1. Voilà, l'histamine pour avoir du H2O2 qui a un effet bactéricide. Donc, vous voyez, Mm. donc, elle a une place physiologique importante. C'est juste quand il y a trop de bactéries qui vont produire de l'histamine, voilà, et vous pouvez voir dans l'histamine fécale, parce que parfois, c'est pas un problème de DAO, c'est un problème des bactéries du côlon gauche qui peuvent produire aussi de l'histamine. Et voilà, donc il faut voir qu'est-ce qui se passe. Et l'activation mastocytaire.
Si vous avez eu un accouchement stressant, qu'est-ce que vous faites? Pouf, vous explosez vos mastocytes. Hmm. Voilà, l'enfant peut naître avec un stress énorme au moment de l'accouchement. Il peut être en néonate pour des raisons, il peut avoir été intubé, voilà, ça perturbe cela. Donc, on peut avoir trop d'histamine en début de vie qui va perturber votre microbiote. Et c'est en calmant les mastocytes, en calmant que on retrouve un certain microbiote qui est plus ou moins correct. Et puis, selon comment l'enfant va manger, il va s'adapter et ça va se passer bien. Donc, il y a plusieurs façons de regarder l'enfant en début de vie par rapport à son histoire, ce qu'il a vécu. Et vous allez comprendre que l'histamine, les mastocytes étant activés, il y a des soucis au niveau du microbiote de l'enfant. Après, quand on est adulte, si on, je sais pas comment on peut le découvrir, peut-être avec une analyse de sel, qu'on a trop de bactéries qui fabriquent de Mais l'histamine. OK. Donc ici, c'est cet enfant qui va évoluer. Disons, on parle de cet enfant Hmm. qui va évoluer avec toutes les étapes de sa vie. Donc, il y aura la production hormonale à la puberté, vous voyez. Donc, il va aussi changer les oestrogènes, vous voyez. En fait, il y a tout cet équilibre hormonal qui vient après pour finaliser son histoire de vie. Et après, cet enfant va rentrer ou à l'université et va essayer de bosser comme un dingue, manger mal, faire les nuits à les copains, aller en boîte de nuit, fumer, voilà. Dans cet environnement de 20 ans à 25 ans, bah, ça va aussi changer son microbiote. Et Hmm. qu'est-ce qu'il fait après? Il va travailler. Il a du stress. Il n'a pas le temps de manger. Il court le matin. Et puis, il y a peut-être un bébé qui va naître. Et vous voyez toute la vie de cette personne, quand il évolue, ben, il ne fait que dégrader son microbiote s'il ne fait pas attention. Parce qu'il y a le stress et la malbouffe et d'autres facteurs exogènes qui viennent s'y ajouter. Donc, c'est normal que le microbiote change et qu'il faut qu'il prenne conscience de sa santé et de retrouver un équilibre de vie qui permet de réduire les mauvaises bactéries et espérer une bonne santé à long terme. Mhm, Ouais. mhm. Et vous évoquez depuis tout à l'heure, plusieurs fois, vous avez évoqué le stress. Euh, Comment est-ce que le stress est lié à la production d'histamine? Donc voilà, moi je parle beaucoup du early life stress. Voilà, le stress des débuts de vie. Ok. Je parle toujours du début de vie parce que ce serait réducteur de parler d'une personne seulement au stress qui vit maintenant. C'est le stress du début de vie qui impacte ton avenir. Parce qu'il y aura un réveil de ce qui s'est passé dans l'enfance. Et donc, on va pas comprendre pourquoi tu réagis mal maintenant, mais en fait, c'est parce qu'il y a eu des soucis avant, au moment du développement du cerveau. Hmm. Voilà, donc tout ceci impacte la réception de l'information. Donc, stress de début de vie, impact sur le neurodéveloppement et plus tard avoir des effets aussi sur les réactions parce qu'il y a la mémoire qui se met en place. Voilà. Maintenant, au niveau de mastocytes, quand vous avez ces cellules réceptrices comme l'amygdale et toutes ces zones précortex, le reptilien, le limbique, le cortical, si vous connaissez, donc ils vont recevoir l'information, ils vont le transmettre à l'hypothalamus. Mais surtout, il y aura production de CRH, c'est l'hormone de l'hypothalamus pour le stress. Et cette CRH active les mastocytes. D'accord. Il y a les récepteurs au CRH sur les mastocytes. Voilà. Et puis, en même temps qu'il fait ça, il active les hormones. Donc, en même temps que les mastocytes sont activés, les hormones sont aussi activées au niveau hypophysaire. Et il y a la cascade vers le cortisol. Et l'ACTH hypophysaire aussi active les mastocytes quand ils sont de trop. Donc, on peut avoir un enfant en stress avec une activation mastocytaire, avec des réactions en cas d'examen, parce qu'il a le CRH, l'ACTH, et s'il n'y a pas assez de cortisol pour les bloquer, ben, l'enfant, ben, il va pas bien. Et il va gonfler d'histamine, vasodilatation, il pas bien, il est nerveux, voilà. Donc c'est le CRH. Ouais. Donc du coup, les troubles de l'attention, par exemple, est-ce qu'on peut les lier Mhm. aussi à un excès d'histamine dans le corps? En fait, quand vous avez cette activation mastocytaire, elle va créer une perméabilité parce que l'histamine qui va être produit, même les TNF, ils vont créer une sorte de pas une sorte, ils créent la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique et donc les mastocytes passent Hmm. et ils activent la microglie et les astrocytes Dans le cerveau, donc. dans le cerveau. Et les astrocytes sont celles qui dégradent l'histamine. Donc c'est là-dedans qu'est la HNMT. Et la HNMT qui ne sait plus dégrader l'histamine va toucher le H3. Et le H3, qu'est-ce qu'il fait? Il diminue l'histamine cérébrale, j'insiste sur le mot cérébral, mais il joue aussi d'autres cellules à côté, mais au niveau cérébral, et donc on a moins d'éveil,
et ça diminue la dopamine, la sérotonine, la noradrénaline, le GABA, l'histamine. Le H3 est posé sur les autres neurones. Et donc, en même temps qu'on n'a plus d'éveil, on n'a plus aussi de neurotransmetteurs dans la concentration et la mémorisation. Et on a les troubles de l'attention. Ok. Donc, dès qu'on calme les mastocytes, ça revient. Donc, on a des enfants avec les stabilisateurs des mastocytes qui reprennent l'école correctement. Hmm. En termes de... J'avais lu pas mal de choses sur le lien entre les moisissures et l'augmentation de l'histamine. Bon. Quand on a des En fait, dégâts des os, par exemple, et qu'il y a les oui. murs qui sont un peu moisis, qu'est-ce qui se passe? Non, mais bon, il y a l'humidité. L'humidité, les moisissures sont des activateurs mastocytaires. Ce sont des pathogènes. Donc, Mhm. tout ce qui est pathogène, mais ce sont des pathogènes à action très tissulaire profond. Voilà, c'est ça surtout. Donc, il faut parfois aller avec de la biopsie, des microscopes pour aller les voir vraiment dans les tissus. Mais en tout cas, les moisissures, moi, mais quand je vais en forêt, par exemple, où il y a plein de moisissures, ben, j'ai arrêté. J'aimais aller en forêt, mais le fait d'aller respirer, non, franchement, j'étais tout le temps malade. Et j'ai arrêté. Donc, si je suis dans une maison encore, il y a une moisissure, ben, moi, je ne vais pas être bien. Parce Ouais, que ça active les mastocytes. c'est ça. Oui, c'est une activation mastocytaire qui est là. Et les personnes, quand ils déménagent, ils sont mieux. Ça, c'est incroyable, hein, parce que parfois, on se rend pas compte on sait qu'on a eu un dégât des eaux, par exemple, il y a eu une fuite quelque part. Bon, voilà, ça s'est arrêté, on a repeint le mur et tout ça. Mais en fait, derrière, il y a toujours les moisissures, il y a toujours les champignons Oui, qui libèrent les des toxines. particules, voilà, des toxines, des mycotoxines, qui vont venir activer nos mastocytes et stimuler la production d'histamine et on se sent pas bien. Bon, Oui. donc c'est incroyable, hein, jusqu'où ça En peut fait, aller. Oui, non, mais franchement, les moisissures, ça, c'est un élément. Moi, je raconte même, je crois, dans le livre, le premier, je pense le premier, c'est le deuxième qui va sortir pour l'autobiographie. Mais en fait, les moisissures, vraiment, je ne m'étais pas rendu compte. Je travaillais à un endroit, j'étais tout le temps malade. J'arrivais le matin, j'étais bien. Je rentrais le soir malade. Et dans la journée, j'éternuais déjà. Je commençais déjà, oui, mais je faisais pas le lien au début. Et il y a des endroits comme ça où j'ai été, aujourd'hui, je comprends mieux. Mm, Je comprends mieux. Donc, mais même les Wi-Fi, tous ces ordinateurs, mais dans certains endroits, avec trop tout ça, on n'est pas bien. mhm, mhm, On ne comprend pas, on arrive, on n'est pas bien. Et voilà. Et moi, depuis que je travaille plus à l'hôpital, je me sens mieux. mhm, Vous voyez, donc à l'hôpital, j'avais des gels qu'on mettait sous la main, j'avais ci, j'avais ça, et j'étais tout le temps malade, tout le temps. Je me suis dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, quand j'ai arrêté, ça a déjà aidé, franchement, pour moi, parce que les autres, parce que j'ai des problèmes avec l'environnement, j'ai compris dès le début. Et donc, j'avais beaucoup, vraiment. Et là, aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux et je sais quels sont mes triggers. Le stress en fait partie, donc j'essaie d'avoir une vie moins stressante. mm. Voilà. Mhm. Et je trouve que c'est très intéressant de parler de tout ça parce que c'est quelque chose qui est peu connu en fait. Et si on Mhm. a voilà des maux de tête, des choses comme ça, on va chez le médecin, même un médecin allergologue, il va pas Mhm. forcément penser à vous parler des moisissures. Il va pas vous demander est-ce que vous avez eu un dégât des eaux chez vous, est-ce que Non, vous êtes non. très stressé. Voilà, il va faire un test sur la peau, des allergènes et tout ça. Mais je trouve que voilà, je trouve que c'est hyper important en fait de parler de tout ça et c'est pour ça que je suis très content de parler avec vous aujourd'hui. Et Mais en tout cas, peut-être pas pour vous couper, mais si on parle des mastocytes qui accompagnent les tissus et qui sont sensibles, c'est pas du tout la même chose de parler de la moelle osseuse. hmm, Donc, c'est comme si vous allez frapper à une porte, vous n'avez pas de réponse, vous continuez à aller frapper à la même porte, mais vous aurez toujours la même réponse, qu'il n'y a pas de souci. Mais au fond, il y a des soucis. Mais c'est parce qu'on ne fait pas attention aux tissus profonds qui contiennent des mastocytes qui participent à la réparation. C'est tout simplement ça. Et ne pas oublier que nous sommes dans l'oxydation aujourd'hui. L'histamine favorise l'oxydation. Donc, en hmm, produisant trop de H2O2, elle favorise l'oxydation du collagène. Et donc, nos tissus sont sensibles. Et si vous perdez le collagène, vous perdez la résistance des tissus.
Parce que le collagène, c'est vraiment celui qui rend fort notre tissu Mhm, conjonctif. mhm. Et donc, si vous avez une perte de collagène, vous avez une sensibilité plus importante dans tout ce qui est environnemental. Voilà, parce que c'est vraiment le capteur. Donc, c'est important pour gérer notre environnement. Donc, le collagène est important, hein. Et il est dégradé par les médiateurs des mastocytes et par l'oxydation via l'histamine qui va stimuler maintenant l'immunité. Parce que le collagène oxydé stimule l'immunité. Donc, voilà, donc c'est un cercle vicieux. Donc, il faut. Ouais. Mhm. Dans l'alimentation, il y a, bon, on a dit les aliments qui apportent de l'histamine, ceux qui Mhm. font libérer de l'histamine dans le corps, mais il y a aussi des aliments qui contiennent des oxalates. Par exemple, les épinards cuits, la rhubarbe, l'oseille, les amandes, le chocolat noir. Donc, les oxalates, c'est un peu comme des petits cristaux, on va dire, qui agressent le corps en permanence, qui agressent les tissus du corps, ou qui créent des calculs rénaux parfois. Mais du coup, c'est quoi le lien avec l'histamine? Mais c'est les mastocytes. Ça déclenche, voilà, ça active les L'activation. mastocytes et ça, Oui. qui En libère fait, l'histamine. oui. En fait, Ok. le truc, c'est pas que l'oxalate, c'est l'histamine. En fait, les salicylates et les sulfites, c'est les premiers livres qui sont sortis. Ils ne parlent pas comme ça. Ils ne parlent pas du lien sulfite-mastocyte. Par exemple, oxalate-mastocyte. Non, les oxalates, les sulfites, les lectines, tous ces éléments qui sont dans les nutriments activent les systèmes mastocytaires Hmm. et donc libèrent les médiateurs. Et dans ces médiateurs, il y a un qui est l'histamine. Ouais. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a que l'histamine. Un des Oui, oui. médiateurs, c'est l'histamine, mais ce qui est bien avec l'histamine, c'est qu'on peut la gérer. On peut la gérer de façon endogène, on peut la gérer de façon exogène. Vous voyez, donc, c'est surtout ça qui est intéressant. Les autres, on ne peut pas les gérer de la même façon. Mhm. Vous voyez, c'est pour ça que je parle beaucoup de l'histamine, parce que je peux la gérer sur tous ces points. Voilà. Alors que les autres, des TNF, des trucs, machin, oui, en calmant l'histamine elle-même, en activant les mastocytes, on monte les autres. Donc, si on calme l'histamine, les autres vont se baisser. Oh, ils vont se calmer. Mhm, Voilà. mhm. Donc, d'où oxalate, salicylate et les phénols aussi. Il ne faut pas oublier les phénols. Les phénols sont aussi des activateurs mastocytaires à un certain dosage. Ouais. Ouais. Avec des Donc, arythmies cardiaques, hein. Il ne faut pas oublier, c'est de ça. Donc, oui. mhm, Mhm. 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 Vous écrivez dans votre livre qu'une TSH élevée active directement les mastocytes. Donc, je traduis, les hormones stimulant la thyroïde, quand elles fonctionnent au ralenti, entraînent la libération d'histamine. Donc, Ouais. quel conseil vous donneriez pour prendre soin de sa thyroïde? En fait, quand on était ça surmonte, on commence à avoir l'urticaire. On voit déjà des réactions immunitaires. Mhm. Et ce qui m'a frappé à Edo, c'est que pas tout le monde. C'est pour ça que c'est vraiment très spécifique de certains groupes de personnes. Et ils sont sensibles au phénol. La TSH est un activateur mastocytaire. Parce que le TSH est là pour activer les mastocytes et l'histamine va créer une forme de vasodilatation pour entrer les nutriments dans la thyroïde. Ok. D'abord, physiologiquement, c'est important. La TSH active les mastocytes. Mais maintenant, si la TSH ne fait qu'augmenter, elle va activer beaucoup plus. Et donc, si un patient vient chez vous, il n'avait jamais d'urticaire, il n'avait jamais de réaction allergique, allez regarder la thyroïde. Il y a déjà un début de dysfonctionnement au niveau thyroïdien. Et c'est ça que j'explique, parce que la TSH, naturellement, elle active les mastocytes pour Mhm. permettre sa physiologie. Comme les ovaires, on en a parlé, les mastocytes actifs pour produire l'histamine pour l'ovulation et pour les nutriments de l'ovaire, pour faire rentrer le cholestérol, vous voyez. C'est pour ça que c'est d'abord au niveau physiologique, la TSH active les mastocytes, naturellement, pour la physiologie, pour la vasodilatation et permettre l'entrée des nutriments dans la thyroïde. Ça, c'est un élément que nous n'avons pas et pourtant, ça fait partie des études, on le voit. Voilà. Mais maintenant, si la TSH est élevée de plus en plus, vous aurez une activation mastocytaire. Et là, ça va alors perturber le fonctionnement thyroïdien. Et on le voit à l'échographie. On va vous dire, oui, il y a une hypervascularisation de la thyroïde. Ça se voit. Ouais, c'est lié. Et du coup, si vous avez un patient qui vient vous voir avec ce genre de problème, qu'est-ce que vous lui donneriez comme Il faut conseil calmer d'abord les pour la mastocytes. thyroïde? Premier, Hmm. pardon. Premier, calmer les mastocytes. Vraiment. D'abord, avant, j'aurais donné
la T4, et c'est normal, hein, la T4, thyroxine, calme la thyroïde. C'est-à-dire qu'elle ne va plus travailler pour l'instant. Donc, on peut faire une cure de T4 pendant 2, 3 mois et puis après, on stoppe. Voilà. Et en même temps que vous donnez la T4, vous faites un petit travail immunitaire, microbiote, voire la LPS. Voilà, vous travaillez là-dessus. Mais vous pouvez ne pas donner aussi. Mais vous devez calmer les mastocytes. Voilà, vous calmez les mastocytes et vous donnez, vous voyez s'il y a de l'iode. Souvent, il n'y a pas d'iode. Le zinc, le sélénium, la vitamine A, la vitamine D. Il ne faut pas l'oublier. Faut pas donner l'iode seul, hein. Il faut d'abord donner du zinc, du sélénium, tous les nutriments, les minéraux. Voilà, et après donner de l'iode. Parce qu'il faut d'abord mettre tout ça, calmer l'histamine, diminuer la charge en histamine dans le corps. Et puis, vous allez voir que ça va se passer. Et ça, j'ai Hmm. découvert au fur et à mesure avec les patients parce que la DAO, quand je commençais de la DAO, je voyais la T3 était mieux. Puis je pas sûr que je vous ai pas donné d'hormones thyroïdiennes. Oui, mais pas donné. Mais depuis qu'ils ont pris vraiment le traitement, calmer Hmm. les mastocytes, dégrader l'histamine, on a vu une nette Ouais, amélioration tout des est hormones lié. thyroïdiennes. Et quand vous dites calmer les mastocytes, vous voulez dire avec un médicament ou avec des Et moyens il y a les naturels? médicaments, il y a le glycate, et le chromoglycate. Bon, il y a un allergologue qui m'a un peu embêté là. J'ai dit, OK, c'est pas grave, j'ai d'autres moyens. Donc, j'ai donné le PEA. Et le PEA, ça fonctionne très bien et je suis très heureuse avec moi Qu'est-ce pour que le c'est? PEA. C'est le palmyl, ça vient du palme, palmitate. C'est le D'accord. palmyl éthanolamide, palmitoyl éthanolamide de PEA. Il calme les mastocytes de façon physiologique, c'est un acide gras, donc c'est un lipide bioactif que j'adore, je me sens beaucoup mieux avec ça. Les oméga 3, vraiment qui vont encore accompagner le côté anti-inflammatoire. Voilà. Et j'ai ajouté, parce que j'ai eu le diabète, le OEA, et je trouve que le PEA et le OEA a changé ma vie. Même au niveau neuropsychique, même au niveau des neurotransmetteurs, cet équilibre-là diminue la neuroinflammation. Ça va beaucoup mieux. Et donc, je sens vraiment une différence au niveau mastocytaire. Et ça se trouve dans l'alimentation ou pas? Le problème, c'est que notre alimentation est pauvre en palmitate aujourd'hui. On l'a tellement décrié. Et donc, il y a beaucoup plus de stéarique, d'acide stéarique que de palmitate dans l'équilibre, mais il faut du palmitate. Donc, on n'a plus beaucoup de palmitate. Donc, on peut, normalement, avec des phospholipides membranaires et les palmitates, on peut faire cette réaction naturellement dans le corps, hein, ça se fait naturellement. Mais le problème, c'est que vu les bilans qui sont faits, on voit moins de palmitates aujourd'hui, puisqu'on a réduit parce on a dit que c'était mauvais pour la santé. Et alors que C'est l'huile de c'est palme? une molécule. Oui, ça vient du palme. D'accord. Mais les acides gras ont tous, les huiles, pardon, les huiles ont tous du palme, hein, Hmm. ont tous du palmitate. Mais on a toujours dit que c'était mauvais, qu'il faudrait réduire la charge en palmitate. Oh non, les palmitates, on a besoin parce qu'il y a d'autres voies métaboliques qui sont intéressantes avec le palmitate. Donc, c'est de trouver l'équilibre dans la vie. Voilà, donc le PEA vient du palmitate et le OEA vient de l'oléique, l'acide oléique. Voilà, donc les deux ont un impact positif au niveau de l'inflammation systémique. D'accord. Voilà. Ok. Et il n'y a pas de phénol dedans, donc moi je me sens beaucoup mieux avec PEA, OEA et oméga 3. Donc mon inflammation systémique est mieux. Tout le monde était malade ici, grippe, maintenant, moi j'ai rien. Rien. Parce que vous êtes médecin. Non, 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 non. Depuis que je réduis le stress, que je trouvais comment vivre, c'est différent. Hmm. Je ne suis plus touchée de la même façon par rapport à la... Oui, c'est ça. Ouais, c'est intéressant. Mhm. Ouais. Est-ce que la prise de poids peut être liée aussi à un excès d'histamine? Là, je vous dirais oui, parce que j'avais ce côté, je gonflais, je ne comprenais pas. Et puis, à un moment donné, bah, j'ai maigri. Je ne comprenais pas non plus. Depuis que j'ai travaillé, que j'ai étudié pour l'histamine, bah, maintenant, je comprends. Cette retention d'eau dans mes tissus, mais vraiment, Hmm. vraiment quand vous me voyez, j'étais gonflée, me voyez, puis à un moment donné, tu dis, bah, t'as fait régime. J'ai dit oui, mais j'ai pas fait régime, j'ai dégonflé, tout simplement. Mais dites-vous au fur et à mesure que vous avez l'histamine et que vous ne changez pas les choses, vous allez prendre du poids. Voilà, parce que l'histamine par le récepteur H3, dont je vous ai parlé, il favorise l'obésité. Voilà. Donc maintenant, avec mon mélange que j'ai fait, je sens beaucoup mieux la différence et ça permet de l'oxydation des graisses.
ça augmente le stress les antioxydants naturellement. Moi, j'avais pas trop d'insuline. Mon insuline était à 10 picomol, 15. Normalement, le OEA permet une remontée les anti-H3 permet une remontée de l'insuline, on monte les antioxydants, on monte la dopamine. Moi, maintenant, c'est différent. Donc, je vois vraiment la différence par la modulation du récepteur H3. Hmm. Ok. Si on résume dans les grandes lignes, on va dire comment est-ce qu'on peut faire pour prévenir les problèmes d'histamine, d'excès d'histamine, comment réguler correctement son histamine de manière naturelle, on va dire, sans prendre de médicaments. Mode de vie. Moi, il est capital, le mode de vie. Hmm. Dormir tôt, se réveiller tôt, aller marcher. Ah non, franchement, pour nous, ça coûte plus cher. On préfère donner de l'argent pour acheter des nutriments, des compléments, mais je pense que c'est d'abord le mode de vie. Dormir tôt, se réveiller tôt, aller marcher, faire au moins 3 repas par jour, espacer les temps entre les repas. C'est important. Si on arrive à réguler comme ça, ce serait bien. On va permettre la dégradation rapide et l'absorption au niveau de l'intestin, parce que si vous mangez tous les 2 heures, ça ne va pas. Donc, il faut laisser au moins 4 heures, 4 à 5 heures entre les repas. Si on arrive à faire 3 repas par jour, franchement, c'est bien. Et de manger très tôt, de ne pas manger et dormir. Voilà, de laisser le Hmm. temps de la digestion avant d'aller dormir. Si on arrive à faire ça et qu'on boit assez d'eau en dehors des repas, on arrive à bien réguler, à diminuer au moins 30% de ces symptômes. D'accord. Ouais. Et après, peut-être mettre son oméga 3, peut-être prendre du PEA, peut-être du OEA, peut-être la berbérine ou pas, selon les personnes. Ou voilà, on peut ajuster les probiotiques, voilà, pour aider. Le plantarum dégrade l'histamine, le rhamnosus calme les mastocytes. Donc voilà, c'est un peu ça mes outils aujourd'hui. D'accord. Dans votre Mhm. livre, il y a un chapitre sur justement les bactéries, les Oui. probiotiques et ceux qui sont à privilégier, etc. Donc c'est intéressant. Ouais. Et j'ai oublié, c'est vrai que vous avez parlé de l'obésité et je n'ai pas fait le lien avec les livres tout de suite, mais j'ai parlé du OEA dans le livre. Hmm. Oui, parce que le OEA joue sur la satiété. Ah oui, d'accord. Oui, et depuis je prends ça, je ne vais pas vous cacher, il y a des moments, Vous quand avez moins faim. quand on travaille, on a envie d'aller ouvrir le frigo, vous voyez, vous Ouais. avez toujours, en fait, il y a quelque chose qui dit, mais qu'est-ce que je vais manger tout à l'heure? Et on est toujours en train d'imaginer. Mais non, depuis je prends ça, non. Hmm. Voilà, c'est différent. Ok. Ouais. Est-ce que vous êtes amené à travailler avec des praticiens dont le métier n'est pas de soigner les maladies, mais d'aider les personnes à renforcer leur terrain, comme des naturopathes par exemple? Oui, aujourd'hui, et je suis à la formation des thérapeutes qui va me commencer bientôt. Hmm. J'ai des nutrithérapeutes avec moi, voilà, qui m'aident au début pour l'anamnèse et que les patients peuvent les voir après, donc dans leur cabinet. Et j'ai des naturaux hein, qui sont autour de moi, qui m'envoient des personnes qu'ils ont vues et je les renvoie, voilà, qui vont les voir. Ça, il y a cet échange déjà depuis, dès le début, voilà, déjà. Pour ceux qui m'ont connu pour l'histamine, ils sont quelques-uns voilà, et qui viennent pour eux aussi, et qui continuent à avoir des patients et qui m'envoient quand ils ont des doutes. Ouais, et puis j'envoie chez des coachs, des psychologues aussi, parce que la psychothérapie est importante, le coaching pour remettre à zéro le compteur, c'est important. Voilà, et il y a aussi des praticiens énergétiques, voilà, parce que il n'y a pas que le côté rationnel, il y a le côté énergétique, donc parfois ça aide aussi. Mhm. Voilà, donc il faut accompagner. Je pense pour moi, c'est cette vue que j'ai. Voilà, mais tout ce que je peux dire à un thérapeute, c'est de ne pas négliger le côté médical quand même. Ouais, Comme j'ai bien sûr. expliqué, on peut travailler la physiologie, mais s'il y a une lésion tissulaire, elle est vue à la radiographie et ce sont les médecins. Ouais, bien sûr, bien Donc, sûr. c'est l'alliance thérapeute-médecin qui va fonctionner, mais que chacun sait sa limite, connaît sa limite. Et donc, parce que je vois certains critiquer, mais je pense que non. Je pense qu'il faut faire une synergie de deux côtés, physiologie et structure. Ouais, ouais, c'est mon avis également. Ouais, Ouais. Hmm. ouais, voilà. Et vous consultez en cabinet? Oui, je consulte, mais j'ai réduit. Je travaille que 3 jours maintenant. D'accord. Ouais, Ouais. vous êtes où physiquement? Je suis à Wezenbeek, au PEM, à Bruxelles, en Belgique. Ah, en Belgique, C'est d'accord. à la périphérie de Bruxelles.
D'accord, ok. Voilà, Et ça après, a on peut vous été comme ça. consulter en visio aussi, peut-être En ou... visio Ouais, ou en résidentiel, voilà, en présentiel. Voilà, c'est ok. comme, oui. Pour moi, c'est donner des avis, hein. Je ne joue plus le rôle de médecin généraliste. Je suis plus dans les conseils, voilà, que je donne, voilà, et que je prescris aussi de temps en temps, mais les patients qui viennent doivent avoir leur médecin traitant. Mhm. Ok, Voilà, parce que c'est à eux d'assurer cette suite-là. Donc, je suis un peu entre les deux. Voilà, côté thérapeute, côté médecin. Je joue un peu la casquette, voilà, qui peut unir les deux. d'accord. J'espère pouvoir réussir à unir les deux. Quels sont vos projets là pour le futur? Écrit sur les neuros, histamine et C'est-à-dire neurotransmetteur? la neurologie en général, La neurologie, ok. histamine et gynéco. Ok. Voilà. Le cardiaque, ça, c'est sera sûr parce que histamine et cardiaque, ça, c'est clair. Voilà. Mais le but, c'est vraiment d'évoluer avec chaque système. Voilà. Parce que Ouais. je pense que plus tard, dans le futur, ce serait de vraiment intégrer ça dans la pratique médicale. Voilà. De remettre l'histamine au centre Hmm. de la santé. Ouais. Et son action dans tous les tissus, dans tous les systèmes. Est-ce qu'il y a des sujets que vous auriez aimé aborder, dont on n'a pas parlé? Ah, moi, je dirais, ce que j'ai compris de la vie, c'est l'amour. L'amour de soi. L'amour de soi. C'est important. Je pense que on s'aime pas assez. Parce que si on s'aimait, on ne mangerait pas ce qui est mauvais pour nous. Hmm. Ouais. Ça me parle. C'est une revue de ma vie, de comment on peut, pourquoi on en arrive là, à se faire du mal. Et je pense qu'on ne s'aime pas assez. Voilà. Donc, il faut se retrouver, s'aimer, et puis aimer les autres. Ouais. Parce que c'est ça qui va permettre qu'on me respecte. Donc, si je dis que je n'aime pas quelque chose, ne me donne pas. Bah oui. Hmm. Parce que si tu me dis de manger ce qui est mauvais pour moi, c'est que tu ne m'aimes pas. Hmm. Ouais. Et si je m'aime et que je me respecte, je ne mangerai pas. Parce que c'est vraiment ça. Parce que il y a ça m'a interpellée de me dire, mais pourquoi les gens se forcent à manger ce qui ne les convient pas? Il y a un problème. Il y a des gens qui mangent 2 repas par jour, ils sont bien, ils sont pas malades, hein, ils sont en bonne santé. Donc, il y a un questionnement là-dessus et je suis revenue à l'amour, en fait, à l'amour de soi. Si je m'aime, je me respecte, je ferai ce qui est bien pour mon corps. Hmm. Ouais. Génial. Est-ce C'est que vous ça. auriez un livre ou une ressource à nous recommander sur la prévention santé en général? Ouf, avant, j'avais tellement, mais c'est vieux aujourd'hui, parce que tout ce que j'ai mis là, c'est avant 2020, ma bibliothèque, voilà, j'achetais beaucoup. Je lisais tous les thérapeutes avant qui étaient très connus. Maintenant, je me rends compte que l'histamine sont pas nombreux à parler de l'histamine comme ça. C'est vrai. Et j'ai un peu de mal, mais ce que je fais, c'est que je fais beaucoup de recherches sur ce qui sort dans les recherches aujourd'hui. C'est ça que moi, je regarde ça aujourd'hui. Donc aujourd'hui, par exemple, en décembre, il y a une recherche sur histamine et diabète. Ok. Et j'étais heureuse parce que mon livre est sorti et j'ai parlé du diabète Hmm. et de syndrome métabolique, vous voyez. Donc je me dis, je suis sur le bon chemin. Donc, je ne peux pas dire que ce que je fais aujourd'hui est lié à un livre en particulier. Mais je fais beaucoup de recherches. Je regarde tout ce qui sort comme recherche sur l'histamine. Je fais que ça depuis 2020, je ne cache pas. Je n'ai jamais regardé autant une molécule. Je me suis vraiment fermée, je ne cache pas, c'est vrai. Et tout ce qui était avant, pour moi, devient obsolète. Parce que c'est un autre regard que j'ai. Hmm. Tandis qu'aujourd'hui, je vais recommander un livre en particulier. C'est un peu difficile. C'est pas la prétention, hein. C'est parce que j'ai été fermée vraiment pour bien comprendre cette molécule que maintenant je ressors
et je n'ai pas eu à aller dans les librairies, regarder ce qui sort. J'ai pas fait. Je n'ai pas fait. Et peut-être c'est le moment d'aller voir maintenant ce que d'autres ont fait. Voilà, pour que je puisse un peu voir un peu. J'ai pas été, comment on dit ça? Je n'ai pas été influencée Hmm. dans ce que je faisais par les autres. Vous Bon, voyez, c'est ça surtout. en tout cas, vous êtes réputé pour être la spécialiste de l'histamine. Non, Oui, c'est ce que franchement, j'ai. Oui. donc voilà, bon. D'une manière plus générale, quel serait le premier conseil que vous donneriez aux personnes qui nous écoutent pour prendre soin de leur santé? Revoyez votre mode de vie. Hein. Franchement, je le dis sincèrement, regardez votre mode de vie. Mettez de l'ordre là-dedans. Hmm. Non, c'est vrai. Remettez de l'ordre dans votre vie au quotidien, même dans les amitiés. C'est important. On est parasité, on est vraiment, vraiment parasité. Moi, je dirais ça. Et ce que j'ai dit avant sur les différents modes de vie, voilà, je reviens toujours là-dessus. L'amour de soi, revisiter son mode de vie. Les amis, les bons, les mauvais. Parce qu'ils vous parasitent à des dents dans la tête aussi. Et ça joue là-dessus. Mhm. Voilà, au travail aussi. C'est un lieu qui nous accompagne. Est-ce que c'est bon mon travail? Est-ce que c'est vraiment ce que j'aime? Ou je fais pour de l'argent, mais j'aime pas? Vous voyez? Il faut être honnête avec soi. C'est ça. Hmm. Être honnête avec soi. Mais voilà, peut-être, oui. Ça me parle. Comment est-ce qu'on Ouais. peut suivre votre actualité? Je sais que vous êtes assez actif sur LinkedIn. Ouais. Il y a d'autres endroits où on peut suivre tout ce que vous faites? Mais avec mon fils, moi je suis une ancienne, bon, je m'habitue, il m'a dit, tu commences par LinkedIn, voilà, ben écoutez, mais j'avais Facebook avant, donc, et il y a Instagram, mais je suis pas encore habituée, hein. J'essaye vraiment de me limiter et j'ai pris LinkedIn parce que finalement, c'est facile pour moi de faire des posts, c'est bien structuré, j'aime bien ça, et alors je le partage sur ma page Facebook. Voilà. D'accord. Et c'est comme ça que je fais en fait. Et puis il y a le petit forum où les intolérants à l'histamine se retrouvent et se posent des questions entre eux. Donc parfois je viens répondre, voilà, si je sens qu'il y a c'est un peu compliqué, voilà, je peux venir répondre. Et là, et sinon c'est le website où on va voir un petit peu tout ce que je mets en place. Et voilà, il y a des lives du troisième jeudi, et voilà, qui est intéressant aussi, où j'invite des personnes dont je fais plus le modèle d'avant. Le modèle d'avant, je venais avec des nouveautés de ce que je faisais, mais maintenant, ce sont des lives où j'invite des personnes, voilà, qui sont bien dans un domaine. On va échanger sur la thyroïde, par exemple, ce mois-ci. On va échanger le docteur Résimon sur la thyroïde. Ah oui, d'accord. Parce que je sais très bien que lui, monsieur thyroïde, Oui, voilà. la médecine fonctionnelle, voilà. Oui. Okay. Donc voilà. Donc on va essayer. Donc je parlerai donc de la TSH, donc comme on a dit tout à l'heure. D'accord. Voilà. Ce sera ce troisième jeudi de mois de février. Très bien, très intéressant. Et le mois prochain, ce sera avec Christian Boyer, voilà, qui parlera du SIBO. C'est son domaine, c'est son champ d'action. On va avoir une bonne discussion, histamine, SIBO ou pas. Ben, merci beaucoup, Dr Wetchoko, d'avoir pris un peu de temps pour répondre à mes questions. Donc pour en savoir plus, j'invite les auditrices et les auditeurs à se rendre sur votre site. Et puis on a dit sur vos pages Facebook, LinkedIn, etc., que je mettrai en lien. Et pourquoi pas aussi commander votre livre sur l'histamine. Donc je vous dis à bientôt, et puis prenez bien soin de vous. Au revoir, merci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous donnera envie de vous intéresser au sujet complexe mais capital de l'histamine. Pour cela, vous pouvez vous rendre sur le site du Dr Wetchoko pour commander son livre, ou bien télécharger mon e-book « Réguler son histamine de manière naturelle » sur mon site. Vous y trouverez notamment la liste des aliments problématiques et ceux à privilégier. Rappelez-vous qu'une bonne régulation de l'histamine dans votre corps passe en particulier par une alimentation comprenant peu d'histamine, ou n'encourageant pas la libération d'histamine dans l'organisme, par une réduction de votre stress, par de l'exercice physique et par une bonne santé intestinale. Comme je ne suis pas médecin, ce podcast n'a aucune visée médicale, diagnostique ou thérapeutique, mais uniquement informationnelle. En cas de problème de santé, consultez votre médecin et surtout n'arrêtez ou ne modifiez jamais vos traitements médicaux sans lui en parler.
La santé par nature est un podcast que je réalise moi-même, donc si vous le trouvez intéressant, vous pouvez m'aider à le faire connaître en le partageant autour de vous. N'hésitez pas également à vous abonner, ainsi qu'à ma newsletter pour être au courant de mon actualité. Je vous invite également à faire un tour sur mon site www.antonivio.fr pour en savoir plus sur mon activité, ou prendre rendez-vous pour une consultation ou un accompagnement personnalisé. Rendez-vous au prochain épisode, et d'ici là, prenez bien soin de vous.